Et bien maintenant, vous allez voir Héloïse. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, moi, c'était quelque chose que j'ai vu la semaine dernière, que j'ai découvert, que je trouvais assez intéressant. Bon, c'était sur Facebook, hein. C'est plutôt quelque chose type développement personnel, peut-être, je ne sais pas. Et je trouvais intéressant parce que je me suis identifiée, en fait. C'est le concept d'ikigai, qui est un concept japonais qui essaie de mettre en avant quand même qu'on peut avoir un métier qui répond à tous nos besoins, on va dire. Et moi, je crois que je l'ai trouvé, en fait. C'est ça, je me sentais dans mon ikigai. Et donc, je suis architecte et je suis spécialisée dans les bâtiments écologiques et c'est de ça dont je vais parler ce soir, là, maintenant. Et pourquoi je suis architecte dans les bâtiments écologiques? En fait, depuis toute petite, j'adore le dessin, créer, imaginer. Et j'aurais pu être artiste, mais je voulais rassurer mes parents, donc j'ai plutôt choisi une autre direction. Ensuite, je voulais aussi... j'étais assez douée, on va dire, dans tout ce qui était sciences et techniques. Et je pense que mes parents auraient aimé que je sois ingénieur, mais pour moi, je sais pas, c'était un truc de mec. Je ne sais pas. Et enfin, je voulais aussi être un métier qui paye, donc architecte, ça paraissait ok là-dessus. Et plus globalement, en fait, moi, quand je voulais être architecte, c'était par rapport à une conscience écologique, parce que je voulais changer le monde pour protéger la planète, et c'était quelque chose qui était important, qui venait sûrement on va dire, d'un environnement familial post-68 art, mais en tout cas qui pour moi me tenait à cœur. Je voulais changer le monde. Bon, il y avait le choix aussi entre dictateurs, mais en fait c'était pas socialement acceptable, donc architecte, c'était pas si mal en fait pour avancer dans ce sujet. Donc voilà, j'ai pu continuer mon chemin et être sélectionnée pour rentrer en école d'architecture. Donc école d'architecture, en fait, c'est après le bac, sur 5 ans, c'est on va dire, un cursus spécialisé. Par exemple, il y a les écoles d'art, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, donc c'est des choses assez spécifiques, on est un peu en dehors de l'université. Et la spécificité de l'école d'architecture, je veux dire l'école nationale supérieure d'architecture, c'est d'être une école basée sur le professionnel, professionnalisante, c'est-à-dire que le gros de la discipline, c'est le projet, et on fait des projets fictifs, voilà, des ateliers avec des professeurs qui nous évaluent, et c'est en groupe de 20 à peu près, et on présente un projet fictif chaque semaine jusqu'à la note finale, et on est évalué par les mêmes profs qui nous suivent tout le temps des études jusqu'au bout. Je vais vous parler de ça parce que pour moi c'était quelque chose d'important, et ça m'a permis de comprendre que mon désir de changer le monde avec l'architecture, ça pouvait être inspirant, mais aussi un problème. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc, là, en première année d'architecture, mon premier projet, le professeur, on était 20 à peu près autour de la table, et le professeur il nous demandait d'imaginer une maison individuelle à la campagne, en périphérie, le projet idéal pour commencer un cursus d'architecture. Et donc moi, ça m'a passionnée. J'étais là, oh, génial, je vais pouvoir imaginer la maison idéale. Et donc, j'ai présenté devant le professeur la maison idéale, selon moi, pour l'architecture que je voulais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais mon projet, en l'expliquant, c'était un projet qui était à la fois une partie enterrée avec une toiture végétalisée pour bénéficier de la fraîcheur et de l'énergie de la terre. C'était une architecture qui s'ouvrait aussi vers le soleil pour récupérer l'énergie solaire et chauffer comme ça gratuitement la maison. Il y avait une protection aussi pour, en été, pouvoir protéger quand même les vitrages et garder la fraîcheur. C'était aussi un projet qui s'intégrait à son environnement et qui s'intégrait à la biodiversité. C'était un projet qui récupérait l'eau pour recycler et pour limiter l'impact pour l'environnement. Et à ce moment-là, je voyais le professeur qui devenait de plus en plus rouge.
Et là, il me dit, mais c'est de la merde ce que tu racontes là. Mais c'est de la merde. Tu penses que tu vas sauver les ours polaires comme ça? C'est pas de l'architecture, hein. Bon, à ce moment-là, moi j'ai foutu tout en l'air, j'ai balancé tout et je me suis cassée. En fait, non, pas du tout. À ce moment-là, j'ai rien dit, j'étais complètement tétanisée, traumatisée. Mais c'était pour respecter la nature que j'ai fait ça. Comment ça? Tu veux respecter la nature? Mais c'est pas comme ça qu'on respecte la nature. Je vais te montrer comment on respecte la nature en architecture. Voilà comment on respecte la nature. Un cube en verre, complètement vitré, qui reflète le ciel et les arbres. C'est ça, pour respecter la nature. C'est simple, c'est ça l'architecture. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis conformée à ce modèle d'architecture. Ce modèle d'architecture basé sur le verre, le béton, le verre et le béton, le métal, et tout ça dans une nuance de gris inspirant et qui permet de développer un univers intéressant. Et tout cela jusqu'à 5 ans de projet. Et j'ai pu réussir mes études brillamment, donc voilà. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et ensuite, j'ai fait un master en environnement parce qu'en fait, j'avais envie quand même de changer le monde et protéger la planète. Au désespoir de mes professeurs d'architecture, je m'en allais dans une direction, on va dire, d'ingénieur, de technicien, je ne sais pas. Voilà, j'ai continué là-dessus et finalement, j'ai pu, on va dire, travailler dans l'architecture écologique. Donc, depuis 15 ans, je travaille dans l'architecture écologique. Donc, maintenant, j'ai un nouveau regard là-dessus. Et quand je repense à cette année, cette première année et cette anecdote, ça me questionne. Et en plus, quand j'y repense, et je me rends compte qu'avec ma nouvelle grille de lecture, mon projet était bien plus, évidemment, écologique que son projet, et en tout cas sur les objectifs pour respecter la nature, il n'y avait pas photo, quoi. C'est-à-dire que son projet qui proposait, c'était une serre, donc ça veut dire qu'en été, il faisait 45 degrés. En hiver, il faisait peut-être 12 degrés avec un peu de chance. On va dire que ce bâtiment-là, sans pétrole et sans énergie fossile en général, il ne pouvait pas fonctionner. C'était un bâtiment qui était adapté à la climatisation, au chauffage, voilà. Et c'était un bâtiment extrêmement énergivore en fait. Et au-delà de ça, le vitrage, le métal, le béton, c'est des matériaux qui ont un impact écologique énorme pour être construits en fait. Parce qu'en fait, pour faire du verre, il faut chauffer à haute température. Faut les faire. En général, c'est pas fait en France parce que voilà, c'est fait avec des usines à charbon, du charbon qui émet des gaz à effet de serre. Idem pour le métal, chauffé à haute température. En plus, c'est des ressources qui sont difficiles à récupérer dans les mines, etc. Donc c'est un minerai spécifique. Donc tout ça, en fait, derrière l'architecture, en fait, qu'on m'avait appris, c'est en fait une architecture extractiviste, une architecture énergivore, une architecture voilà, qui défendait ce modèle-là de société. Et plus largement, en fait, ce qu'il défendait, lui, finalement, peut-être qu'il n'était pas conscient de ça. Ce qu'il défendait, c'était le style international. C'est un style architectural qui a émergé au XXe siècle et qui a émergé aux États-Unis à peu près en 1930. Et donc c'est vraiment une architecture qui s'est développée avec l'économie de marché, la préfabrication, la technologie, l'énergie, le pétrole, la voiture individuelle, et tous ces éléments-là en fait ont développé cette architecture. C'est aussi le moment, on parle d'architecture internationale, mais en fait c'est une architecture qui impose la culture occidentale à l'échelle de la planète. Et maintenant on peut voir aussi tout ce qui est gratte-ciel, building dans toutes les capitales du monde. Ça, c'est de l'architecture internationale. Et donc, c'est un modèle que j'ai appris en école d'architecture. Et ça, c'est un modèle qui, on va dire, a été développé en 1930, mais a continué en 1950, 1960, 80, et maintenant avec de plus en plus high-tech. Et maintenant, en fait, quand j'ai commencé mes études d'architecture en 2003,
En fait, c'était aussi l'année de la première grosse canicule en France et en Europe. Il y a eu 20 000 morts après coup, et on a pu évaluer en 2 semaines. Et donc c'est aussi le moment où on a une prise de conscience du changement climatique. Et donc c'est aussi ce que j'ai raconté aux étudiants, parce que maintenant j'enseigne en école d'architecture. Bon, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas nés en 2003, parce que moi c'était ma première année d'architecture. Et maintenant, je leur enseigne quelque chose de différent. Enfin, je tente de leur enseigner déjà comment on construit différemment à l'ère du changement climatique, comment on essaie de limiter l'impact environnemental. Et tout ça, c'est aussi avoir une pédagogie un peu plus respectueuse de l'individu. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en école d'architecture. Et puis, je développe aussi d'autres sujets, notamment avec un collectif qui a été créé il y a 6 ans, qui s'appelle La Frugalité heureuse et créative. Et on va dire qu'on essaie d'inventer un nouvel imaginaire architectural. C'est un groupe d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs qui a pris conscience quand même que ce secteur de l'architecture, de l'urbanisme, ça a un impact sur l'environnement. On a à la fois le problème et en même temps on peut proposer des solutions là-dessus. Et les solutions qu'on porte, c'est des choses plus, on va dire, moins on va dire, noir-blanc, mais plus subtiles. Finalement, ce qu'on se rend compte, peut-être qu'il faudrait faire moins. Faire moins, c'est-à-dire peut-être ne plus construire, faire que de la réhabilitation, que du réemploi avec des matériaux existants. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut plus construire. Et c'est ça qu'on défend. Ce qu'on défend, c'est aussi de faire avec, voilà, avec les ressources locales, le bois, la pierre, la terre crue, et tous ces éléments qui ont un moindre impact environnemental. Et aussi, on développe aussi, on prend conscience que l'architecture, c'est aussi un moyen de changer quand même des choses, et c'est un outil, une discipline qui est intéressante pour venir en aide aux collectifs de résistance, notamment par exemple à Europa City, ça a été aussi Notre-Dame-des-Landes, ou la 69 plus récemment, pour proposer d'autres imaginaires, parce qu'on peut construire ensemble avec les collectifs, et avec vous tous, en fait, on peut proposer un nouvel imaginaire pour l'architecture qui soit respectueux de l'environnement, et c'est ça qu'on porte actuellement. Merci.